Bonjour, je m'appelle Pénélope Daigneault, je suis professeure de communication publique à l'Université Laval, mais en fait, le titre officiel, c'est professeur-chercheur parce comme prof d'université, on fait à la fois de la recherche et de l'enseignement. Mon domaine de recherche, donc le domaine de recherche dans lequel j'ai fait et ma maîtrise et mon doctorat, mais dans lequel mes travaux s'inscrivent encore aujourd'hui, ça s'appelle le marketing social. Le marketing social, la différence avec son pendant commercial, en marketing commercial, on fait la promotion de produits, de marques quelconques. En marketing social, on fait plutôt la promotion de comportements qui sont sains ou qui sont socialement responsables, recommandés, encouragés. Par exemple, ne pas fumer, faire de l'exercice, recycler, ne pas texter au volant, etc. Donc, le marketing social vise à changer des comportements qui sont socialement répréhensibles, qui sont malsains, ou qui comportent un risque pour soi, pour la société. On peut donc dire que c'est une forme de conditionnement. Mais pour changer un comportement, il faut se demander, c'est qui ces gens-là qui prennent des risques? C'est quoi leur profil en termes de croyances, en termes de traits de personnalité? Pourquoi ces gens-là s'engagent dans des comportements à risque, souvent en toute connaissance de cause? Il faut aussi se demander comment ces gens-là traitent l'information, traitent les publicités qu'on appelle les publicités sociales, les messages de prévention auxquels ils sont exposés quotidiennement. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Qu'est-ce qui se passe dans leur corps? Et comment ce qu'ils se disent va influencer la manière de recevoir ces messages-là et ultimement la manière de se comporter. Moi, c'est à ces questions-là que je m'intéresse comme chercheuse. Et c'est aussi de ces questions-là dont je vais parler, notamment dans le cadre de mes cours, pour faire en sorte que mes étudiants soient plus conscients, mais soient aussi plus critiques de l'information médiatique à laquelle ils sont exposés sur une base quotidienne et information qui tente souvent de les persuader, / les manipuler, / les conditionner à adhérer à toutes sortes de comportements. Souvent, on a l'impression que la recherche universitaire, c'est du pelletage de nuages, que les chercheurs universitaires restent dans leur tour d'ivoire, puis s'organisent des colloques entre eux, puis ils se parlent dans un jargon universitaire. Bon, effectivement, il y a un peu de ça. Mais il y a aussi un paquet de chercheurs en sciences humaines, sciences sociales, qui étudient des phénomènes, qui étudient des problématiques et qui ont vraiment un souci, un désir de transposer ou de vulgariser leurs résultats de recherche pour que ça serve concrètement à la société, puis éventuellement à certaines pratiques professionnelles. Le conditionnement opérant, encore une fois, c'est un type d'apprentissage, mais qui se fait par l'association entre un comportement qu'on fait, puis les conséquences de ce comportement-là. Les conséquences qui peuvent favoriser la réapparition du comportement, par exemple si on a reçu des compliments ou des encouragements, ou au contraire qui peuvent l'inhiber, le faire cesser si, par exemple, on s'est fait punir pour notre comportement. Alors, le conditionnement opérant est vraiment basé sur le principe de renforcement et de punition. Alors, si on veut que se reproduise un comportement, qu'un comportement se répète, exemple, une enseignante dans une classe de primaire avec ses élèves voudrait que ses élèves continuent à écouter les consignes et à bien se tenir en classe. Elle pourrait miser sur ce qu'on appelle un renforcement positif, c'est-à-dire qu'elle ajoute un stimulus et l'ajout de ce stimulus-là favorise la réapparition du comportement. Par exemple, elle pourrait les amener à faire une activité ou ajouter un privilège ou donner un cadeau. Elle pourrait aussi miser sur un stimulus ou un renforcement qui est négatif. Elle retire un stimulus pour favoriser la répétition, la réapparition du comportement. Exemple, donner congé de devoir, renforcement négatif. Au contraire, si l'enseignante veut que cesse un comportement dans sa classe, il y a un ou des élèves qui sont turbulents, elle veut que ce comportement-là arrête. Elle pourrait miser sur une punition positive en ajoutant un stimulus. Exemple, donner plus de devoirs pour que cesse la turbulence. Elle pourrait aussi miser sur une punition négative, retirer un stimulus, retirer par exemple un privilège, retirer du temps de jeu libre pour que cesse le comportement.
Je fais le lien avec mes travaux de recherche et encore une fois avec la publicité sociale, une campagne contre le texto au volant. Cette campagne-là pourrait, par exemple, miser sur une punition en présentant une menace. Donc, si vous textez au volant, vous risquez d'avoir une contravention ou pire, faire un accident puis tuer quelqu'un ou mourir. On mise ici sur une punition positive. On ajoute la contravention, la menace de la contravention, la menace de l'accident pour que cesse le comportement texté au volant. On pourrait aussi faire une campagne contre le texto au volant en misant sur des renforcements, en disant si vous ne textez pas au volant ou si vous utilisez les aires consacrées, réservées au texto au volant sur l'autoroute, vous évitez d'avoir une contravention et vous évitez aussi de faire un accident. Donc, renforcement négatif, on retire ces conséquences-là. On pourrait aussi miser sur un renforcement positif en disant, en félicitant les conducteurs, en leur disant vous allez avoir l'approbation de votre entourage ou de la valorisation sociale, des encouragements. Donc, on ajoute ici un stimulus et on renforce le bon comportement.